Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Cet après-midi, je vais vous accompagner sur 3 tables rondes. J'ai la chance de pouvoir parler d'IA dans les médias. Et là, on va parler donc de l'IA qui va être au cœur du réacteur des médias, vraiment voir les pratiques pour engager, pour évaluer et pour ce qu'on peut dire peut-être gouverner, réguler. Enfin, on en discutera d'ailleurs peut-être de ce terme. Avec moi, j'ai le plaisir d'avoir 2 personnes des Échos. Hein. On est un peu chez nous, donc on a le droit d'avoir 2 personnes pour nous représenter. Violaine Degas, donc toi tu es Chief Digital Officer sur le pôle Les Échos et thématiques. Benoît Georges, alors toi tu es, alors je me souviens, chef de projet intelligence artificielle, mais c'est vrai que tu es journaliste aussi, on en parlera en quoi ça peut être d'ailleurs un atout pour implémenter des projets IA dans une rédaction. Ensuite, Éric Barbier, donc, du Syndicat national des journalistes et l'Est républicain. Et Maël Montarou, directeur des expertises digitales chez Prisma Media. Merci beaucoup à tous d'être ici pour parler de ce sujet. Peut-être première question pour commencer, comment est-ce que chacun d'entre vous, alors je vais commencer par la maison quand même, sympa, on a l'avantage. Comment est-ce que vous avez un peu mené vos réflexions justement sur l'IA? Comment est-ce que ça a commencé? Par quel biais, en fait? Vous vous êtes dit, tiens, on prend n'importe quel cas d'usage, on va réunir tout le monde dans une pièce. Enfin, je ne sais pas, dis-moi peut-être plus, Violaine. Alors, on a démarré en effet par les cas d'usage. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous d'être au plus près des pratiques des journalistes. Et pour n'oublier personne, on a fait des ateliers avec l'ensemble des métiers de la rédaction. Parce qu'il n'y a pas que des rédacteurs dans une rédaction, il y a aussi des iconographes, il y a aussi des SR, etc. Donc on a vraiment fait, je crois qu'on a fait une dizaine d'ateliers, c'était en mai et en juin dernier, avec vraiment chacun des métiers pour comprendre quelles sont les tâches qu'ils avaient envie d'automatiser, quels étaient les cas d'usage, qu'est-ce qui pouvait leur apporter un gain de productivité dans leur vie de tous les jours. Et puis on a vraiment décortiqué ça, c'est-à-dire qu'on a cherché à prioriser qu'est-ce qui aurait le plus d'impact, qu'est-ce qui était le plus important pour eux. Donc on a fait un énorme tableur Excel, voilà, très simplement, avec tous ces cas d'usage. On en a priorisé une quarantaine, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, on est rentré dans une phase beaucoup plus d'études techniques, de voir quels seraient les outils qui allaient pouvoir répondre à ces cas d'usage, qu'est-ce qu'on allait pouvoir implémenter. Ça, c'était l'été dernier. Et puis, on a décidé... on s'est arrêté sur un outil qui est très lié au CMS éditorial. Donc ça veut dire que c'est vraiment hyper intégré pour le journaliste au moment où il écrit son article. Donc du coup, on a priorisé des cas d'usage qui étaient autour de l'article dans un premier temps. Et puis l'informatique éditoriale, au sein de la direction numérique, a développé ce qu'on a appelé un bac à sable, c'est-à-dire une version test en fait de cet outil pour permettre à la rédaction de tester des prompts. Et ça a été assez déclencheur aussi de l'implication de la rédaction, parce que c'est vraiment eux qui étaient à la manœuvre pour écrire les prompts. Benoît pourra expliquer ça plus en détail, mais voilà, on voulait vraiment que ça vienne d'eux et que ce soit l'occasion aussi pour les différents métiers de la rédac d'apprendre à prompter, en fait, tout simplement. Et donc à partir de là, on a mis au point une quinzaine de fonctionnalités, donc mises au point par des prompteurs, on a un groupe de prompteurs, et ensuite testé par une trentaine de personnes au sein de la rédac. Et une fois qu'on a le feu vert de tout le monde, on déploie pour l'ensemble des personnes de la rédaction. Je pense qu'il ne marche pas malheureusement. Ah si, il marche. Et en parallèle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment... Il y avait déjà cette première approche qui était d'amener des gens dans des groupes de travail et des gens qui n'étaient pas spécialement des geeks de la rédaction. On a pris un peu tous les profils. On est vraiment allé voir qui est-ce qui a envie d'apprendre et d'essayer. Et dans le même temps, on a commencé à monter. C'est à ce moment-là, en gros, c'est à la rentrée que mon poste a été créé. Donc je suis au milieu de la rédaction. Je suis journaliste aux Échos depuis 25 ans, donc je connais un peu tout le monde. J'ai fait différents métiers. J'ai été SR, j'ai été chef de service, j'ai travaillé à l'étranger. Et ça fait 10 ans que je couvre l'IA. Donc ça a aidé aussi. Je pense qu'il y avait le côté avoir une voix dans la rédaction qui peut expliquer aux gens. Donc on a fait beaucoup de réunions. Et il y a un côté, c'est ouvert. Tout le monde peut venir me parler, poser des questions. Et on va aussi former tout le monde. Et on a lancé, ça démarre la semaine dernière, il a fallu trouver un organisme de formation, avoir un peu développé des outils, parce que former des gens c'est bien, mais on voulait former sur des choses concrètes, sur des usages concrets. Et on a démarré ça en prenant soin d'avoir en même temps tous les métiers et des profils différents autour de la table pour que personne ne se sente exclu
de cette idée-là. Et la deuxième chose qui était très importante, c'est qu'on est arrivé dans un aspect, dans l'histoire de l'IA, il y a toujours ce discours sur l'humain remplacé ou l'humain augmenté. D'un côté, on fantasme avec le robot qui fait tout à la place de l'humain. De l'autre, on fournit des outils en plus. On s'est clairement mis dans la deuxième catégorie. On a clairement dit qu'il n'y avait aucun métier qui allait être remplacé. Par contre, il y a des tâches répétitives, des choses qu'on fait qui nous prennent du temps, pour lesquelles on sent que l'outil qu'on a n'est pas top. Je donnerai un exemple, c'est l'exemple des posts sur LinkedIn. C'est un des prompts qu'on a fait. C'est pas l'équipe pour le coup, c'est l'équipe des réseaux sociaux qui l'a fait. Et leur travail, c'est de faire des prompts, mais c'est aussi d'aider les journalistes à mieux prompter. Donc, en même temps qu'on proposait dans l'outil de CMS, dans l'outil dans lequel on écrit nos articles, une fonction pour aider à faire pour suggérer des titres, c'est toujours des suggestions, ça ne remplace jamais rien. Des suggestions de titres ou de chapeaux. Il y a aussi des suggestions de posts sur LinkedIn. Et c'est peut-être la fonction qui a le plus plu à la rédaction. Parce que tous les journalistes ont envie d'être plus présents sur LinkedIn, mais aucun n'a le temps, ou très peu, à part toi, ont le temps de le faire. Parce que toi, tu es très présente sur les réseaux sociaux et on aimerait tous faire comme toi, mais on n'y arrive pas. Donc avoir un outil qui, facilement, à partir de son propre article, des mots qu'on a utilisés, propose le post LinkedIn avec la petite emoji qui va bien, ça a tout de suite parlé à beaucoup de gens et c'était un vrai facteur d'adoption. Merci de dire que voilà, je m'ennuie et que j'écris des posts LinkedIn toute la journée. En plus des conférences, tu trouves le temps de faire des posts. Je voyais Eric sourire. Vous vouliez répondre peut-être à ce qu'il disait? Non, pas du tout. Je me disais qu'on n'allait plus avoir de temps de parole, parce que les Échos s'exprimaient longuement sur le sujet. À l'Est républicain, donc, qui est un des 9 titres du groupe Hébrun, tout a commencé en octobre 2023 à travers un temps d'échange auquel la direction avait invité les organisations syndicales pour manifester son intention donc d'expérimenter l'utilisation de l'intelligence artificielle générative au sein de la rédaction. Le faire en toute transparence, puisque ça a fait l'objet d'une information consultation en CSE, puis ça a débouché sur une expertise confiée à un cabinet parisien qui nous a permis, et du côté de la direction et du côté des syndicats, de travailler sur cette question essentielle. Parce que, alors, moi j'ai 27 ans d'ancienneté à l'Est républicain, j'ai connu différentes évolutions technologiques. Et oui, j'ai commencé, il n'y avait pas d'informatique, je vois des jeunes dans la salle. Et c'est certainement la technologie la plus invasive que j'ai connue en 30 ans. Donc il s'agissait de connaître les tenants, les aboutissants de ce nouvel outil qu'on projetait d'intégrer à la rédaction. Cette expertise a été menée durant 3 mois. Au sein d'un service de secrétariat de rédaction. Sous le terme générique journaliste, il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction de rédacteur, reporter, la fonction de reporter-photographe et la fonction de secrétaire de rédaction. Ce sont des journalistes postés qui, dans les agences, vont relire les articles, hiérarchiser l'information, construire les pages. Et c'est directement cette fonction à laquelle s'adressait ce nouvel outil, donc qui a été expérimenté pendant 3 mois, qui nous a permis parallèlement de travailler avec les utilisateurs, de travailler au sein des syndicats pour apprécier quels étaient les risques liés ou les avantages liés à l'utilisation de cet outil. Et depuis tout ce temps, on a bien avancé de part et d'autre. Aujourd'hui, l'expérimentation s'étend, enfin si on peut appeler encore ça une expérimentation, on parle plutôt d'un déploiement aujourd'hui, puisque ça concerne l'ensemble ou quasiment l'ensemble des agences de nos titres, en tout cas pour la partie nord, Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin. Donc, la particularité, c'est que cette expérimentation a été menée en production. Donc les textes que l'on utilise, qui passent par la moulinette ChatGPT, sont des textes d'une catégorie de rédacteurs qu'on appelle les correspondants locaux de presse. Ce sont des travailleurs indépendants qui n'ont pas statut journaliste. Et donc ce sont grosso modo les gens que l'on trouve dans les localités et qui alimentent les séquences de petites locales dans la presse quotidienne régionale. On demande donc à ChatGPT de réécrire. Alors on a une divergence d'opinion avec la direction qui parle d'une correction légère. En ce qui nous concerne, il s'agit d'une réécriture. Donc on confie à ChatGPT, à l'IA, une mission éditoriale. Et ce qui aujourd'hui encore crée une divergence d'opinion, je l'ai dit, avec notre direction, mais qui par ailleurs nous a permis aussi d'avancer sur le sujet pour connaître véritablement qui demain serait au centre de la rédaction, l'IA ou les journalistes.
Maëlle, vous, c'est plutôt de la réécriture, comme Eric parlait, ou alors tout de, voilà, comme on disait, de générer des titres, des sous-titres, plutôt comme les Échos en parlaient? En fait, le tout début chez nous s'est passé complètement différemment parce qu'il y a eu énormément d'initiatives qui ont été des initiatives personnelles ou une ou deux personnes. Et après, on les a remontées. Donc finalement, il n'y a pas eu un processus centralisé où on a fait une liste, on s'est mis ensemble. Et c'est plutôt une approche qu'on a adoptée par la suite pour essayer effectivement de cadrer, d'encadrer et d'accélérer aussi tout ça et que ça ait une cohérence. Mais l'approche chez Prisma et le tout démarrage, en fait, c'est vraiment plein d'initiatives qui venaient d'un peu partout dans l'entreprise. Et d'ailleurs, on a vu un article dans les Échos qui disait Prisma Media innove tous azimuts. Et la plupart de ces projets, en fait, qui n'étaient pas forcément... tous ces projets sont vraiment... La plupart sont nés des utilisateurs et des contributeurs. Et alors, là, dans déjà ce que vous avez parlé aux Échos, est-ce qu'on peut appliquer un peu l'IA à tous les types de contenus? Voilà, on parlait aussi des contenus écrits par des correspondants locaux. Est-ce que c'est que plutôt pour du froid? Ça va être pour du chaud? Ça va être pour des podcasts? Est-ce que vous l'envisagez déjà un petit peu partout? C'est quoi un petit peu votre stade de réflexion aujourd'hui là-dessus? Ce que je vois du point de vue de la rédaction, la grosse différence avec ce que disait Eric, c'est qu'on n'a pas ciblé une profession ou une fonction en particulier. On ne s'est pas dit, ah tiens, l'IA sait réécrire, donc ça va assister ou remplacer, je ne sais pas comment la direction de l'Est République, enfin du groupe EBRA vous l'a présenté, ça va assister ces gens-là en priorité, ce qui fait que du coup, je peux imaginer que les secrétaires de rédaction, c'est un métier que j'ai exercé, se sentent un peu cibles, se sentent un peu visés. Je ne sais pas comment ça a été pris chez eux. Et ensuite, nous, c'était plutôt toute personne qui travaille sur l'écriture. Aujourd'hui, l'IA est particulièrement douée, la génération d'IA qu'on voit aujourd'hui avec les GPT est particulièrement douée sur le langage. Notre métier, c'est le langage. On peut faire des outils de langage, mais ce n'est pas des outils qui vont remplacer une fonction complète ou réécrire un article, par exemple. On est vraiment sur toute personne qui, à un moment, travaille sur un titre, peut avoir envie d'avoir une autre idée ou une autre vision, de faire un pas de côté. Donc on n'a pas, et ça vaut pour les réseaux sociaux, ça ne vaut pas pour l'instant sur d'autres domaines, parce que la vidéo, c'est très compliqué. L'audio, on en a fait, on propose, mais là, c'est un peu hors de la rédaction. C'est une fonction un des outils qui a été mis en place, c'est que les gens qui ont accès à l'appli des Échos peuvent avoir tous les jours une sélection d'articles lus par une voix qui est une IA, c'est-à-dire l'IA le lit, c'est quelque chose que l'IA fait très bien, on l'a dit dans les ateliers précédents, traduire, lire. La lecture, on l'a utilisé dans nos applis et on le fera, mais pour la rédaction, on n'a pas dit, par exemple, la photo va être confiée à l'IA. On n'interdit pas de faire des montages photos, les gens qui utilisaient Photoshop peuvent l'améliorer, mais jamais on ne publiera. On a une charte, on a été le premier média français à faire une charte pour encadrer ces usages, et aujourd'hui, c'est essentiellement, le travail de la rédaction, il est essentiellement sur du texte et il y a énormément de choses à faire. Mais je voudrais rebondir sur vous. Vous, c'était uniquement ciblé sur cette population-là de secrétaires de rédaction? Les textes et les textes des correspondants locaux de presse, donc qui sont relus. Et c'est la mission des SR, des secrétaires de rédaction, par ces SR dans des services dédiés. Moi, mon rôle de journaliste, c'était évidemment de journaliste et de syndicaliste, c'était d'en connaître plus sur cet outil qui, je le rappelle, est un outil de productivité, hein, rien d'autre, pour savoir quelle était, comment dirais-je, son agentivité. C'est un terme un peu scientifique, mais qui signifie en fait sa capacité à être autonome, à être proactif par rapport à une mission qui lui est confiée. Et apprécier le fait que potentiellement elle pouvait ou pas remplacer un journaliste. Quand on connaît le prompt d'étalonnage de l'IA, qui est, ouvrez les guillemets, agit comme un éditeur de presse d'un journal de presse quotidienne régionale, évidemment, quand on est syndicaliste, ça interroge immédiatement. Grosso modo, on demande à l'IA génératif de se comporter comme un journaliste. Après, il faut fouiller un peu plus. Ce que l'on a fait, nous, dans un premier temps, enfin depuis plus d'1 an maintenant, c'est d'affiner ce prompt. Un prompt, c'est 8000 signes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ce volume, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement précis.
basiques également. Hein. On demande à l'IA de mettre un majuscule en début de phrase, un point en fin de phrase, enfin des choses, syntaxe, grammaire et orthographe que l'on connaît tous et toutes. Mais au-delà de ce travail un peu utilitaire, quels sont les enjeux pour la profession ? Et c'est ça qui nous interroge aujourd'hui. L'agentivité dont je parlais tout à l'heure, quelle est la capacité de l'IA ? Et j'entendais parler d'hypervélocité technologique, Xavier en parlait tout à l'heure. Ce que l'on fait aujourd'hui, déjà, on a vu l'évolution en un an, mais on est très très inquiet par rapport à la suite. Et sur peut-être c'était les ateliers, là, toi tu disais plutôt que ça a été remonté en fait. Est-ce que, on va dire, tout le monde n'était pas non plus volontariste, j'imagine, à vouloir faire de l'IA. Comment est-ce que vous avez aussi fait pour amener aussi ceux quand même qui sont réticents, parce que j'imagine quand même qu'il y en a. Alors, aux échos, en tout cas, il y avait une vraie curiosité autour du sujet. Donc, on n'a pas eu trop de mal à trouver des volontaires, même parmi les élus, hein, parce que la curiosité, c'était soit de l'enthousiasme, soit de l'inquiétude. Hein. Clairement, les deux sentiments étaient parfois mêlés. Et je trouve ça assez sain, parce que, enfin, voilà, une fois sur 10, ça se plante. Donc, il faut quand même garder une certaine méfiance par rapport aux résultats qu'on peut avoir en utilisant des fonctionnalités basées sur l'IA. Je pense que cette espèce de prudence, elle est très saine. Et moi, j'encourage beaucoup les journalistes à garder ce pas de recul et cette prudence. Mais après, pour faire venir ceux qui sont peut-être plus éloignés du sujet, je pense que le rôle de Benoît est important, d'avoir quelqu'un dans la rédac, quelqu'un qui est proche d'eux, quelqu'un qui peut aller voir, quelqu'un qui est là, quoi. Et puis après, on a tout un système de formation aussi pour faire en sorte qu'ils soient plus en maîtrise du sujet. Et en fait, on est un peu en train de vivre cette phase de passage à l'échelle. Donc c'est là où on va voir un peu ce que ça donne aussi. Et il va peut-être falloir faire des choses qu'on n'a pas prévues là à date pour intéresser plus l'ensemble de la rédac. Mais on est un peu dans cette phase pour l'instant. Moi, ce qui m'a surpris sur le plan de la rédaction, sur certains outils, je parlais des titres sur les réseaux, des outils pour suggérer des posts. Il y a aussi l'outil de suggestion de titres qu'on a fait tester par quelques personnes, et c'est assez souvent, et malheureusement, il y a des gens qui font des très bons titres, il y a des gens qui font pas des très bons, il y a des gens qui font des très bons titres souvent, mais qui un jour calent et ne trouvent pas. Donc, quelques personnes ont commencé à tester l'outil parce qu'il marchait plus ou moins bien, on essayait d'améliorer le prompt pour qu'il ressemble le plus possible à ce que aux suggestions qu'on voulait avoir pour des bons titres des échos, ou des titres pas trop mauvais en tout cas, parce que bon, c'est très subjectif. Et en fait, certains entendaient « Ah mais vous avez un outil qui peut aider pour le titre, est-ce que moi je pourrais l'essayer ?» Donc on a aussi pas mal joué, sans le faire exprès du tout, c'était pas prévu. On avait une vingtaine de testeurs sur 200 journalistes, ils l'avaient, et puis parfois, le collègue ou l'éditeur qui était à côté, qui voulait envoyer un article, qui trouvait que le titre n'était pas génial, a dit « Tiens, tu pourrais pas lancer ton bidule là, qui propose 10 titres alternatifs à propos du même article ?» Et dedans, parfois il n'y avait rien de bien, parfois il y avait un truc pas mal, parfois il y avait un truc très bien. Et les gens ont commencé à l'utiliser comme ça, mais pas comme un truc qui venait d'en haut. Il faut absolument que vous utilisiez de l'IA, passer tous les articles à la moulinette de ce truc-là pour avoir le titre parfait. Juste, vous l'avez, ça n'a rien de magique. Je peux vous expliquer comment c'est fait. Je peux même vous dire, alors nous, on a les prompts, ils sont beaucoup plus courts, ils marchent pas mal, mais ils sont, le plus long, il fait peut-être 7-8 phrases. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé à 8006, ça m'intéresserait d'en savoir plus. Et en tout cas, on a montré que c'était un truc qui n'était pas magique et qui est intégré à l'outil. C'est un bouton, vous l'utilisez ou pas, ça peut vous dépanner. Et quand les gens faisaient des retours, la seule question qui valait, c'était est-ce que ça t'a fait gagner du temps ou pas ? Est-ce que ça t'a été utile ou pas ? C'était pas est-ce que le titre il est mieux, est-ce que tu aurais trouvé mieux avec 3 heures de recherche ou avec un brainstorming ? Et du coup, c'était une façon assez naturelle en fait de ne pas dire attention, il y a une grande révolution de l'IA, ça va tout changer. Il y a des outils qui arrivent, on va en expérimenter, on a écouté vos besoins, on vous propose ça et allons-y. Oui, ouais, ça c'est une question centrale. Est-ce que ça fait gagner du temps ? Parce que c'est souvent l'argument qui est avancé, c'est-à-dire qu'on va retirer aux journalistes ces tâches rébarbatives, chronophages, répétitives, ingrates. À l'expérimentation, on s'aperçoit que c'est loin d'être le cas. On ne gagne pas beaucoup de temps. Mais avant tout ça, je pense que je voulais rebondir sur ce que disait Xavier tout à l'heure.
lorsqu'il indiquait qu'on s'appropriera l'IA que lorsqu'on aura utilisé un vocabulaire commun. Moi, j'inverserai la phrase. Il faut déjà qu'on ait un vocabulaire commun avant d'utiliser l'IA, parce qu'on n'a pas les mêmes définitions, on n'a pas la même approche, donc il faudrait qu'on utilise les mêmes mots pour savoir réellement où l'on va. Et ça, c'est essentiel. Et Maël? On a travaillé d'abord avec... C'est bon, impeccable. On a travaillé d'abord effectivement avec les volontaires dans les rédactions, mais aussi un peu partout dans l'entreprise. Mais on a pour vocation de former tout le monde, de créer quand même une culture d'entreprise commune, d'avoir une boîte, un peu comme aux Échos, d'avoir une boîte à outils. Et après, il y a des cas d'usage et il y a des outils spécifiques en fonction des métiers. Une chose qu'on essaye de développer de plus en plus, c'est développer... tu disais que l'IA, c'était d'abord un outil de productivité. On essaye aussi de le voir comme un outil de créativité pour inspirer les journalistes, mais même dans d'autres fonctions. Par exemple, les iconos, les commerciaux, des gens dans tout un tas de fonctions, et de montrer des usages créatifs, peut-être parfois pas directement liés au quotidien des personnes, mais pour essayer de casser cette appréhension et montrer qu'il y a un univers des possibles et qu'on peut réfléchir à des nouveaux usages et des nouvelles façons de penser. Donc c'est la façon dont on conçoit les choses. Moi, j'abonde dans ton sens, Maël, parce que bon, là, on parle beaucoup des journalistes, mais il y a plein d'autres fonctions dans l'entreprise, hein, d'une part. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai commencé en le voyant vraiment comme un outil de productivité. Sur certaines tâches, moi, je trouve que ça fait vraiment gagner du temps. Hein, quand l'équipe infographie, on leur donne un outil qui traduit un PDF en tableur Excel et qu'ils n'ont pas toutes les données à retaper, ils gagnent clairement du temps. Après, encore une fois, prudence, parce qu'une fois sur 10, les chiffres sont faux, donc il faut être très prudent par rapport à ça. Mais maintenant, je le vois beaucoup plus aussi comme un outil de créativité. C'est-à-dire que c'est des suggestions, c'est comme un espèce de brouillon qui permet parfois aussi des échanges, qui permet de brainstormer sur des choses. Enfin, en fait, ça donne une espèce de matière brute qui n'est pas du tout applicable telle qu'elle. Selon moi, il faut vraiment prendre du recul, le travailler, tout comme un brouillon. Mais je trouve que ça peut donner des idées auxquelles on ne pense pas. Et est-ce que vous avez mis tous un peu aussi des garde-fous, si je peux appeler ça comme ça, autour de tous ces initiatives IA? Alors, tu as parlé un petit peu de la charte tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi des outils juste qui sont complètement interdits? Voilà, peut-être Maël. Bien sûr, on a une liste d'outils validés, une liste d'outils qui sont en étude et une liste d'outils interdits. Et notamment sur tout ce qui est création photo, vidéo, on a aussi des outils qu'on peut tester, mais qu'on peut pas, on peut rien publier avec tant qu'ils ne sont pas validés. Il y a une grosse implication chez nous de l'équipe juridique. On a un comité de pilotage IA qui se réunit tous les mois et dans lequel il y a les ressources humaines, les équipes juridiques, les journalistes. Et donc on doit valider ensemble la liste d'outils, en plus d'une charte édito qu'on a comme différents médias. Mais ça, c'est vraiment très très important parce qu'il y a des outils qui nous mettent à risque en termes de confidentialité des données, en termes de respect des droits d'auteur. Protection de nos contenus. Protection des contenus. C'est pour ça que c'est important d'expliquer aussi comment fonctionnent ces outils-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est enthousiaste, dans une table ronde précédente en parlait en disant un des risques chez nous, c'est les enthousiastes de l'IA qui font un peu tout ce qu'ils veulent. Tous ces outils sont gratuits. En général, on dit dans la tech que si vous êtes gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc les outils gratuits, en général, ils sous-entendent que tout ce que vous allez envoyer est utilisé après sans que vous ayez droit de demander quoi que ce soit pour entraîner le modèle. Donc déjà l'expliquer à une rédaction, dire ben voilà, ok, t'as posé une question à ChatGPT directement, mais est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais publié ton article avant qu'il soit écrit sur un réseau social? Non. Donc fais attention à ça, et les gens le comprennent très bien. Hein. Si on prend le temps de leur expliquer, les gens le comprennent très bien. On a nous en interne un outil qui est fourni par notre maison mère, qui est LVMH, qui remplace ChatGPT, qui s'appelle Maya. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Ça donne accès à 2 modèles différents, mais surtout, ça donne une garantie juridique que les contenus que l'on met dedans ne seront pas réutilisés pour entraîner les modèles des entreprises qui fournissent ces modèles de langue et qui sont d'un côté OpenAI et de l'autre Google. Donc c'est une garantie importante, et d'expliquer aux gens, désolé, je sais que tu préfères réutiliser telle version de ChatGPT, non, on ne peut pas, parce que la confidentialité de nos articles, le process qu'on a, il sous-entend qu'on fait attention à ce qu'on fait et il faut apprendre à le faire.
Donc ça fait partie des questions, mais ça passe par beaucoup de discussions, beaucoup d'éducation. Les formations qu'on fait en ce moment, elles mettent aussi, elles évoquent ça aussi, et ça permet de mieux, je dirais pas encadrer, mais de mieux expliquer aux gens. Ces outils sont géniaux, il y a des façons super bien de les utiliser. Il y en a qui posent problème, typiquement sur les images. J'ai dû rappeler une ou deux fois que non, même si c'est pour ton post LinkedIn ou pour une newsletter, on ne va pas faire fabriquer une image parce que ça t'arrange et que DALL-E, un moteur d'image de OpenAI, va la fabriquer très bien. Non, non, on a des gens dont le métier est d'être iconographe qui, aux échos, vérifient que les images qu'on utilise viennent d'une agence, ont des droits attachés, donc on ne va pas le faire et on t'interdit de le faire. Et ça fait partie du job, quoi. Oui, je pense que c'est, pour te compléter ce que tu viens de dire, c'est deux points effectivement qui doivent réunir, fédérer les journalistes. Le premier, c'est est-ce que le journaliste garde la main sur le contenu éditorial ? Ça, c'est essentiel. Et le deuxième, c'est que chaque journaliste s'interroge sur ce fait-là. Mon rôle de journaliste est-il de produire des contenus sourcés, vérifiés, hiérarchisés pour nos lecteurs numériques ou papier, ou bien de produire des contenus pour fiabiliser l'IA générative. Bah oui, c'est une question centrale. Et j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du fait que Sam Altman disait qu'il lui fallait des données toutes fraîches pour éviter que ces modèles retravaillent en permanence les données synthétiques qu'elle vient de produire, donc provoquer la dégénérescence du système quelque part. Ces produits fiables, ils proviennent d'où ? Ils proviennent des publications scientifiques et ils proviennent des contenus du corpus de textes, des textes éditoriaux, donc des journalistes et des scientifiques. Il faut qu'on s'interroge tous, alors pardon, je vais prononcer un gros mot, sur la régulation de ces textes-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les textes législatifs, qu'ils soient au niveau européen ou français, n'ont pas la même échelle de temps que les producteurs d'algorithmes américains. Ils vont bien plus vite que nous. On est très en retard. Un bureau de l'intelligence artificielle devrait être créé en début d'année au sein de la Commission européenne. Je n'en ai pas entendu parler. Et en face de ça, on a une hyper-vélocité technologique des Américains face à tout ça, parce que les Français, j'en parle même pas. Voilà. Donc c'est vraiment des questions qui nous taraudent, qui nous préoccupent et qui sont centrales pour notre métier, parce que ces IA sont aussi quelque part en train de provoquer notre propre obsolescence. Et ce que vous dites, justement, il ne faut pas que je travaille avec OpenAI, il ne faut pas que je travaille avec Anthropic. Est-ce qu'on ne se dit pas aussi, cette histoire, ça va encore finir comme les droits voisins ? Je dis un gros mot aussi. Les droits voisins, c'est une forme de régulation. Donc, moi, j'appelle plutôt aussi à ce qu'on trouve des accords avec ces partenaires, en tout cas qu'on ait des discussions. Parce que c'est vrai que c'est un risque, il faut qu'on protège nos contenus, ou au moins, s'ils s'en servent, il faut qu'on soit rétribué pour. Ça me paraît la base, en fait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà une première étape. Après, on ne va pas s'interdire d'utiliser des outils tant qu'on peut les sécuriser. Et tant qu'on garde des bonnes pratiques qui sont le fait que c'est toujours le journaliste qui a le dernier mot, qui doit contrôler ce qui sort, et que c'est un œil humain en fait qui va, in fine, appuyer sur le bouton publier, quoi. Tu voulais compléter? Oui, sur les droits voisins, on a un exemple flagrant en France. C'est le partenariat entre Le Monde et puis OpenAI. Qui connaît le contenu du partenariat entre Le Monde et OpenAI? Non, parce qu'on se retranche derrière le secret des affaires, bien évidemment. On n'a aucun chiffre. On sait simplement que les journalistes perçoivent des droits voisins. Quelque part, verser un droit voisin, des droits voisins des journalistes ou des auteurs, plus globalement, c'est aussi biaiser la négociation, parce que la priorité des priorités, c'est quand même de mettre fin à cette open source et que chacun puisse exercer son opt-out, c'est-à-dire que le développeur d'algorithme demande le consentement de l'auteur avant d'utiliser ce contenu. C'est une priorité. Et là, je crois qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Oui, vas-y, Violaine. Non, mais ça, c'est la vision idéale, mais comment ça se passe dans la réalité? Ouais. Parce que comment est-ce que OpenAI peut demander l'accord à l'auteur? En fait, on est obligé de passer par des discussions et des mécaniques de régulation. OpenAI avait dit qu'il donnerait un outil pour les producteurs de contenu. Alors, ce n'est pas auteur par auteur. En 2025, on l'attend toujours. Et il y a un article très intéressant qui disait que, visiblement, de source interne, le projet n'est peut-être pas abandonné, mais en tout cas, il est très en sommeil.
qui aurait permis cet opt-out, qui aurait permis aux créateurs de contenu de dire n'utilisez pas mon modèle. Mais c'est un jeu très compliqué. Il n'y a pas qu'OpenAI, Google est dans le cas. C'est très difficile, par exemple. Il y a des outils qui existent en théorie, qui sont des sortes de panneaux de stop quand un robot nourrit. On les a tous mis en place. On les a tous mis en place. Mais comment on bloque le robot de Google? Comment on peut dire à Google, on va pas dire à Google, arrête de regarder mes contenus, parce qu'on en a aussi besoin pour que nos articles soient mis en avant, et les articles de l'Est républicain, comme ceux des Échos, comme ceux de Prisma, soient mis en avant sur les moteurs de recherche. Donc c'est vrai que c'est un jeu où on part pas où les conditions ne sont pas évidentes. Il y a des régulations qui essayent de naître. Je pense qu'il y a la stratégie d'OpenAI a été de choisir un seul partenaire par pays, et quelques-uns aux États-Unis, mais avec une opacité absolue sur la rémunération. D'autres acteurs essayent d'être un petit peu plus transparents ou de proposer grosso modo la même chose, et on verra ce qui se passe. Le problème, c'est l'accélération dont on parlait en début. Ça va tellement vite que derrière, les médias, les régulateurs courent un peu derrière cette course folle qu'on nous oblige à avoir, qui représente des milliards de dollars pour ces entreprises. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut, à mon avis, faire l'autruche et refuser d'utiliser tous ces outils-là. Il faut essayer à nos niveaux d'avoir des garde-fous. On a une direction juridique qu'on alerte dès qu'on a une suspicion d'utilisation de nos contenus qui ne correspondent pas, pour taper du poing sur la table. On n'a pas des moyens très... Je mentirais si je disais qu'on a des moyens très très forts pour lutter, mais en tout cas, ça n'interdit pas non... Il ne faut pas pour autant se dire « ah ben non, je ne peux pas utiliser ça, c'est mauvais ». Maël, sur cette question. On a une ligne très proche des Échos. On est ouvert aux discussions, mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment très concret qui a avancé. Et alors, peut-être, qu'est-ce que vous allez faire cette année, quand même, en termes, quels sont un peu les prochains sujets liés à l'IA, que ce soit d'ailleurs soit en termes de fonctionnalité, d'organisation ou... Allez, Maël. Ce qui arrive là, Ouais, je crois que ça a fait le lien avec la conférence d'avant. La vidéo, c'est un sujet hyper important pour nous, parce que la production vidéo, les contenus vidéo sont de plus en plus consommés. On vient tous de médias papier au départ, des médias de l'écrit, et aujourd'hui il y a une grosse partie de la consommation, et ça demande beaucoup de logistique, la production de vidéos, beaucoup de coûts pour créer des contenus qui soient de qualité, engageants, et l'intelligence artificielle peut aider à créer des contenus pertinents et engageants de façon plus rapide et plus qualitative. Donc c'est vraiment des choses qu'on met en place actuellement et qui ne sont pas encore abouties, mais qui sont très prometteurs. Alors moi, je ne vais pas m'exprimer à la place de ma direction, parce que je n'ai aucun poste hiérarchique ou une fonction hiérarchique au sein de l'Est républicain. Simplement agir sur mon champ de compétences syndicales, c'est-à-dire aller au-delà. On a parlé rapidement des chartes tout à l'heure, sauf qu'aujourd'hui, les chartes, alors chaque titre a sa charte, plus ou moins semblable. Mais dans la plupart des cas, cette charte a été rédigée unilatéralement par la direction ou la rédaction en chef, sans jamais concerter les principaux concernés, c'est-à-dire les journalistes, les auteurs. Donc nous, on voudrait aller plus loin, syndicalement, dès cette année, aller jusqu'à un accord qui délimite l'utilisation de l'IA. On a aujourd'hui un patron, c'est-à-dire les préconisations fournies par le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui fixe 3 stades, une échelle de risque, en fait, risque faible, risque modéré, risque à proscrire. Et c'est la base, à notre avis, de la réflexion pour construire cet accord qui fédérerait l'ensemble des salariés. Et la qualité du contenu éditorial, c'est une priorité, évidemment. Aux Échos. La priorité des priorités, l'année a commencé. Former tout le monde. Donc on a 200 journalistes et les formations ont démarré, elles vont durer jusqu'en avril. C'est une étape indispensable. Et c'est former, c'est pas, on va pas transformer tous nos journalistes en prompteurs mais on veut juste leur apprendre à utiliser ces outils-là. On a beaucoup parlé de l'édition. C'est aussi, on l'a évoqué dans la table ronde précédente, un formidable outil pour aider à faire du reportage. On l'utilise pas assez, pour plein de raisons. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on explore, en tout cas au niveau de la rédaction. Et après, il y a plein d'autres chantiers. Les chantiers ne manquent pas, ça c'est sûr. C'est vrai. Déjà, je pense qu'on a plein de choses
à faire qui sont dans la continuité de ce qu'on a démarré. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir aller jusqu'à tous ces cas d'usage qui ont été remontés en atelier, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on doit aussi aux journalistes qui se sont impliqués avec nous sur cette démarche-là. Et puis après, moi, j'aimerais travailler un peu plus sur IA for business, c'est-à-dire pas uniquement sur des notions de productivité, mais vraiment de concevoir des produits, des services, des fonctionnalités pour les lecteurs, pour les abonnés, ou pour des nouvelles formes d'abonnement, enfin voilà, d'explorer plus cette voie-là. Ouais. Oui, on a aussi, pour le coup, on a peu parlé de l'utilisateur, on a beaucoup parlé des équipes et de la production, et on a vraiment la possibilité avec l'intelligence artificielle, par exemple, de personnaliser les recommandations de contenu ou le parcours utilisateur. Et parfois, sur certains médias, je suis, par exemple, sur les Échos, alors je vais sur la page d'accueil, j'ai quelque chose qui me correspond moins que lorsque je vais sur Google Discover et que je vois les actualités des Échos qui correspondent à mon historique de navigation. Et c'est vrai qu'avoir une expérience personnalisée, c'est vraiment pour l'utilisateur. On a sorti quelque chose hier, mais qui n'est pas encore sur toutes les apps. J'attends ça avec impatience. Moi, juste un dernier petit couplet syndical, pardon. J'en profite. Moi, je suis là pour ça, parce que 3 contre 1, désolé. Juste un contenu. Je vais parler de la qualité du contenu, voilà, qui doit tous nous réunir aussi, mais il y a aussi un volet emploi auquel il faut vraiment s'attacher. Je le rappelle, c'est un outil de productivité. Il y a, notamment, on parlait de l'édition, c'est une fonction qui peut encore demain être automatisée grâce à l'IA. Donc ce sont des centaines d'emplois de journalistes qui peuvent disparaître. Il faut en avoir conscience. Et on se battra pour que ça ne se produise pas ou qu'on utilise intelligemment l'IA dans son champ, dans un champ restreint. Voilà. On se battra tous pour utiliser intelligemment l'IA, je pense. Merci. Est-ce que j'ai le droit à une question? Pas du tout. Dites-moi une. J'ai le droit à une si vous... C'est toujours la plus dure, mais... Hop, je vous ai la mettre. Merci. J'avais une question par rapport à la souveraineté. Vous avez expliqué que vous aviez un modèle de langage en interne LVMH, ce qui est très intéressant parce que ça vous permet de maîtriser votre donnée en interne. Est-ce que c'est le cas dans les autres groupes? Et comment vous faites, pardon. Ouais. Et j'ai une question par rapport à la souveraineté. Ça a été un peu évoqué dans la table ronde précédente. Mais c'est un des gros enjeux parce que tous les outils qui ont été cités depuis le début de l'après-midi, ce sont des outils qui sont américains. Est-ce que certains d'entre vous ont aussi essayé de tester des outils européens, même si c'est peut-être pas aussi abouti, mais est-ce que vous les testez aussi pour le futur? 2 choses. On n'a pas un modèle propre à LVMH. On a, par LVMH, accès à des versions de modèles américains, celui de Google et celui d'OpenAI, qui sont des versions sécurisées, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les requêtes pour nourrir leur propre modèle et pour réentraîner leur propre modèle dessus, premièrement. Deuxièmement, on a conçu l'outil qu'on conçoit pour la rédaction notamment, il est agnostique. Aujourd'hui, on a bien pris soin de choisir, on a pris ce qu'on avait sur l'étagère, ce qui était dans notre service cloud, qu'on pouvait utiliser rapidement, mais si demain, on peut brancher à la place de... GPT-4, qui est l'outil qu'on utilise pour la rédaction, si on peut le brancher sur un Mistral ou sur un outil open source ou sur n'importe quel outil d'IA européen, ou l'open source est aussi un domaine où ça évolue beaucoup et qui peut permettre d'avoir plus de souveraineté, on en est conscient. Et je pense par rapport à la révolution numérique précédente, je pense que les journaux ont beaucoup appris et font très attention à ne pas se mettre pieds et poings liés avec un fournisseur. Après, on a un besoin d'efficacité aussi. Si on veut lancer un outil pour la rédaction qui fonctionne, aujourd'hui, le champ des possibles n'est pas illimité. Donc on utilise, comme la plupart des gens, essentiellement du Gemini ou du GPT. Mistral peut être une alternative intéressante, mais est-ce que c'est français? Est-ce que c'est franco-américain? Est-ce que c'est open source? Vous n'allez pas... Charlie, c'est ça mieux que moi parce que tu as écrit là-dessus. On ne se pose pas la question pour les boîtes du CAC 40. Voilà. Mais par exemple, on se pose des questions sur plein d'outils. Est-ce qu'ils sont conformes au RGPD? Est-ce qu'ils sont conformes à des... Donc c'est des questions qu'on se pose. On est en train de chercher un outil pour retranscrire les interviews des journalistes. On veut un outil qui soit compatible avec la réglementation européenne. On ne va pas prendre n'importe quoi au motif que c'est moins cher et américain. On y réfléchit, mais ça rentre dans l'équation. Ce n'est pas toujours la solution de l'équation.
30 secondes. RGPD et propriété intellectuelle, évidemment, qui sont les règles. Au-delà de la souveraineté, c'est une question d'indépendance des titres, enfin des groupes, des titres éditoriaux par rapport à ces produits qui sont sur le marché. Selon leur capacité d'investissement, certains développeront leurs propres outils. Peut-être qu'il y a aussi un enjeu de ressources pour ces titres-là, qui pourront peut-être vendre cet outil à d'autres titres. Mais ça, c'est une question de capitaux et de fonds propres. Bien, merci beaucoup à vous quatre. Et puis n'hésitez pas à leur poser des questions juste après. Merci. Merci.